Comment ça se fait dans la population? Parfois, on perçoit, pas ici parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent du mouvement coopératif, que oui, les coopératives, c'est bien beau, mais c'est marginal. Pourquoi il y a cette pensée-là qui traîne chez plusieurs personnes, et en particulier dans le monde en développement? Moi, j'ai plusieurs collègues, quand on leur dit, bon, on va faire ça à partir d'une approche coopérative, il y a une hésitation. Qu'est-ce qui permettrait d'avoir le plein potentiel des coopératives dans les activités que vous faites? Méconnu. En premier lieu, je pense que c'est méconnu. Lorsque tu as mentionné les statistiques, au niveau mondial, il y a 1 milliard de personnes qui font partie de coop dans le monde. 1 milliard. Il faudrait que ça se sache plus. Les gens ne le savent pas toujours. 1 million de coop aussi qui existent dans le monde. Il faudrait que ça se sache plus. Il y a quelquefois méconnu pour différents aspects. Il y a eu, pendant plusieurs années, même au Nord, on n'a pas utilisé beaucoup le mot coop dans la dénomination de notre personnalité ou de notre raison d'être. Je disais ici aujourd'hui Ocean Spray, qui est une marque connue. C'est une coop aux États-Unis. Qui sait que c'est une coop, à part du monde coop? Sunkiss, tout le monde mange des oranges. Sunkiss, c'est une coop aussi. On ne le sait pas. Plus grosse coop au monde, c'est le Crédit agricole français. Crédit agricole, ça ne dit pas coop. Il faut aller plus loin pour aller avoir cette information. Donc, une question de méconnaissance. Si on parle des pays de l'Est communistes, évidemment, il y a eu des périodes coopératives et on travaille dans les pays de l'Est. Lorsque tu dis le mot coop, la première journée, on ne veut pas retourner à ça. Bon, encore une méconnaissance, on le fait autrement. Quand on dit business coop, c'est un peu ça aujourd'hui. Méconnaissance, c'est l'utilisation de l'État. Dans certains pays, même africains, je me souviens du Togo il y a plusieurs années, dans le temps du dictateur Eyadema. Quand tu disais coop, on disait « Ah, les affaires à M. Eyadema ». Bon, il avait mis des coops sur pied un peu partout dans le pays pour faire sa campagne politique. Il faut travailler avec ces notions-là, défaire un peu ces mythes-là et avoir des modèles de référence. Je pense que nous, ce qu'on doit faire, c'est d'avoir des modèles à succès de référence. Et quand on organise même des visites de délégations étrangères qui viennent ici du Sud, à la fin de la semaine ou du 15 jours, ils disent « Oui, on a appris telle chose et telle chose, techniquement, professionnellement. Mais ce qu'on a appris, c'est changer notre mentalité. On y croit maintenant qu'on n'a pas fait une coop pour faire juste 100 $ de revenus par année, qu'on peut aller beaucoup plus loin. » Merci. André? Bien, pour rebondir un peu sur ce que Richard vient de dire, il y a beaucoup l'histoire. Par exemple, nous, on travaille au Salvador avec la CCA, la Centrale des coopératives agricoles. Le premier partenaire de la CCA, c'est le CECI. Et le CECI nous a demandé de participer. Et aujourd'hui, c'est une coopérative c'est une centrale de coopératives qui est issue de la réforme agraire. Il y en avait 11 au Salvador. Il en reste une seule, celle qui a été appuyée par nos organisations depuis 20 ans. Pourquoi? Parce qu'on a changé la dynamique de cette coopérative. Et moi, je pense que si on regarde en Afrique de l'Ouest, les premières générations de coopératives sont issues du mode colonial. La deuxième génération, c'est au moment des indépendances, c'était sous tutelle de l'État. Un peu comme Richard l'a dit, avant de convaincre une troisième génération de coopératives d'initier une démarche qui est centrée sur une plus grande démocratie dans la gouvernance et sur un apport économique, il y a un chemin important à faire. Et là, je vais prêcher un peu pour ma paroisse. Si on regarde de plus près, on se rend compte que les organisations professionnelles agricoles dans les pays en développement, entre autres en Afrique de l'Ouest, sont au cœur de la dynamique qui permettent aux coopératives d'avoir une nouvelle perspective. Parce que les lois d'orientation agricole, c'est beaucoup des organisations professionnelles agricoles qui les supportent, beaucoup moins les coopératives. Et mon explication par rapport à ça, c'est qu'une coopérative, au moment où elle est créée, sa préoccupation, c'est de la faire vivre, la coopérative, c'est de créer une dynamique économique pour le bien-être de ses membres et beaucoup moins axé sur, je dirais, les débats à faire sur le plan politique. Donc, les associations professionnelles agricoles jouent ce rôle comme ils l'ont fait au Québec et sont en mesure de faire en sorte que les coopératives puissent reposer sur des lois aujourd'hui qui permettent
l'essor des coopératives telles qu'on les conçoit, on les définit. Je carburerai là-dessus. Les coopératives sont centrées sur leur base. C'est des organisations bottom-up. Il y a une certaine humilité qui caractérise ces organisations-là. Elles sont très alignées sur leur finalité et centrées sur le service à leurs membres. Et je pense qu'au sommet, le premier sommet à Québec sur les coopératives, a très bien fait ressortir qu'il y a du chemin à faire encore dans la mise en marché. Okay? Se mettre en valeur, se faire valoir, ce n'est pas nécessairement le réflexe naturel de ces organisations-là, centrées sur leur base, et alimenter ça aussi au travers de l'innovation. Ce qui fait qu'il y a encore une image folklorique aussi autour des coopératives. Je me rappelle, moi, de M. Bélan qui disait, quand on dit coopérative, on dirait qu'il faut que ce soit pauvre et petit. Hein? Et ça frappait l'imagination. Et nous, dans notre secteur, même dans certains pays, le législateur les limite. Donc, il est tellement convaincu, le législateur, qu'il faut que ce soit pauvre et petit, puis il ne veut surtout pas les superviser. Donc, il les limite. Il limite le nombre de membres, il limite la portée de l'actif, il limite le déploiement de la coopérative. Donc, on est victime un peu d'une image folklorique, particulièrement dans les pays en développement. Et un autre élément qui favorise ça, c'est l'atomisation des coopératives. Puis ça, moi, je pense qu'il y a une prise de conscience. Le sommet a fait beaucoup là-dessus. Mais une coopérative seule a beaucoup moins de pouvoir et de pérennité qu'une coopérative qui s'inscrit dans un réseau, qui fait des partenariats, qui s'associe à des agrégats. Et ça, je pense que c'est en train de se transformer aussi. Donc, l'atomisation du modèle coopératif favorise aussi ça.